praticien hospitalier au sein du département des maladies du système nerveux et je coordonne le centre de référence maladies rares pour la sclérose latérale amyotrophique et les autres maladies motoneurones. C'est un centre qui a été créé par le professeur Vincent Méninger. Et j'interviens également au niveau de l'ICM, essentiellement en recherche clinique pour tout ce qui a à voir avec les relations phénotype-génotype au cours des formes familiale de la maladie, qui représente à peu près 10% de l'ensemble des formes de sclérose latérale amyotrophique. Et je collabore avec Stéphanie Milcan et également avec Séverine Boilet. Donc en fait, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie qui est considérée comme une maladie rare, mais qui en termes d'incidence, c'est-à-dire de nombre de nouveaux cas annuels, est une maladie assez fréquente, pas si éloignée que ça de l'incidence de la sclérose en plaques. Donc en termes de sexe ratio, initialement, on avait décrit une prédominance masculine qui persiste, de l'ordre de 1,5 hommes pour une femme, mais ce sexe ratio a tendance à s'égaliser actuellement. Par ailleurs, l'âge de survenue moyen de la maladie est autour de 70 ans, avec là aussi des extrêmes importants entre l'âge de 20 ans pour les formes les plus précoces jusqu'à des malades qui peuvent démarrer leur maladie après 80 ans. Donc c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que les neurones meurent progressivement et les neurones en question sont ce qu'on appelle des motoneurones, donc deux types de motoneurones, l'un qui est situé au niveau du cerveau et l'autre qui est situé au niveau soit de la moelle épinière, soit du bulbe. Et ces deux types de motoneurones sont affectés par la maladie, avec un pronostic vital qui est assez sévère, puisque la médiane de survie est de l'ordre de 3 ans, avec, je le précise, des extrêmes importants, puisqu'il y a d'authentiques formes de SLA qui peuvent évoluer sur une vingtaine d'années. Les symptômes qui sont provoqués par la perte des motoneurones, c'est essentiellement l'apparition d'une faiblesse musculaire qui va pouvoir s'étendre, avec d'ailleurs une marche déficitaire, une évolution qui est très variable suivant les sujets, et avec par ailleurs des phénomènes qui sont liés à l'atteinte du motoneurone central, c'est-à-dire des phénomènes de lenteur du mouvement, des phénomènes de spasticité, c'est-à-dire de raideur musculaire, qui vont avoir des conséquences fonctionnelles importantes, sans qu'il y ait pour autant de relation très directe entre les conséquences fonctionnelles, donc les capacités motrices du patient, et l'espérance de vie qui, elle, peut varier de façon individuelle. Toute la gravité de la maladie sur le plan de l'espérance de vie tient en fait à l'atteinte des muscles respiratoires, et en particulier du diaphragme, avec dans ce domaine un certain nombre de progrès récents, notamment la mise en place d'une suppléance respiratoire au moyen d'un masque de ventilation non invasive qui a quand même considérablement changé la prise en charge globale de ces patients. Au sein de notre équipe de médecins hospitaliers, nous avons en fait des rôles et des secteurs de compétences qui sont complémentaires. Moi, j'interviens essentiellement en recherche clinique pour les relations phénotype-génotype au cours des formes familiales de la maladie, mais également dans la prise en charge respiratoire de ces patients et l'évaluation respiratoire, la prédiction des anomalies respiratoires. Le seul traitement qui est montré une efficacité dans la maladie, c'est le traitement développé ici en France sous l'égide du professeur Vincent Méninger, qui est un traitement qu'on appelle le Riluzole. Ce Riluzole, en fait, a montré des effets clairs sur le ralentissement évolutif de la maladie. Malheureusement, il ne bloque pas l'évolution, donc son effet est tout à fait certain, mais il n'est pas perceptible par le patient. En fait, le fait d'avoir au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière un institut de recherche comme l'ICM est un facteur d'accélération et de la collaboration qui existe entre les équipes cliniques, comme celle de notre centre de référence, avec des cohortes importantes de patients, des patients qui sont impliqués dans la recherche clinique et dont un certain nombre d'entre eux sont extrêmement demandeurs de participer à des études académiques pour mieux comprendre le mécanisme de la maladie chez l'homme. Alors en fait, les choses ont beaucoup changé du point de vue conceptuel pour les traitements à venir, puisqu'au départ, on pensait que c'est une maladie neurodégénérative, ce qui est vrai, avec des neurones qui meurent, et que donc l'hypothèse, c'était il suffit de protéger les neurones, d'avoir une attitude de neuroprotection pour obtenir des résultats. On s'aperçoit que d'une part, c'est probablement une stratégie qui est trop tardive, puisque beaucoup de neurones sont déjà morts au moment où on fait le diagnostic, et d'autre part, on se dirige maintenant vers une vision par ailleurs beaucoup moins hiérarchique de la maladie, c'est-à-dire l'idée c'était que le motoneurone central cérébral
dégénérait en premier, puis le motoneurone de la moelle épinière, puis finalement apparaissait l'atrophie musculaire. Et maintenant, on se pose d'autres questions, par exemple celle de dire que la maladie démarrerait au niveau de la jonction entre le nerf et le muscle, avec une période où le patient est fatigable mais non déficitaire, et que par la suite, c'est la qualité de la réinnervation au niveau de la jonction neuromusculaire qui va d'une certaine façon moduler la vitesse évolutive de la maladie et la mort des motoneurones en amont. On pense obtenir beaucoup d'enseignements et par ailleurs développer des cibles thérapeutiques dirigées directement sur cette qualité de réinnervation au niveau de la jonction musculaire. Et l'autre voie d'avenir, c'est une voie qui en fait cible ce qu'on appelle le métabolisme, qui est extrêmement important pour beaucoup de maladies neurodégénératives, mais peut-être que la SLA est l'archétype de la maladie neurodégénérative qui s'associe à une perte de poids qui souvent précède la survenue du premier symptôme de faiblesse musculaire, avec des patients qui ont souvent perdu 10 à 20 kilos avant de débuter leur maladie, et ce qui pose la question en fait d'un déterminisme d'hypercatabolisme qui serait en fait à l'origine de la maladie. Et le corollaire, c'est que si on comprend pourquoi ces patients maigrissent et si on intervient sur le plan nutritionnel, à la fois sur le plan quantitatif mais également sur le plan qualitatif, on a là peut-être une piste qui sera beaucoup plus efficace que les stratégies de neuroprotection antérieures. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'améliorer l'état général de patients, comme il est tout à fait licite de le faire quand on prend en charge en clinique ces patients, mais peut-être de trouver une des clés de la vitesse d'aggravation de la maladie, qui est cet amaigrissement anormal avec des patients qui font paradoxalement moins d'efforts qu'ils n'en faisaient auparavant, mais qui consomment beaucoup plus. Comme si le rendement en fait métabolique était extrêmement altéré dans cette maladie.